Faut-il acheter le pétrole à 80 $ le baril, comme envisage de le faire cet hiver l'administration américaine de Joe Biden pour compléter les réserves stratégiques de pétrole des États-Unis? Alors, que dit l'analyse technique du pétrole et que disent les fondamentaux? Bienvenue au Fast and Forex de ce mercredi 21 septembre 2022. Alors bienvenue chers amis, je suis très heureux de vous retrouver pour traiter ce thème. Une annonce la semaine dernière, fracassante, de l'administration américaine actuelle qui nous annonce vouloir recompléter ses réserves stratégiques de pétrole. Et précisons qu'elle se porterait acquéreur dès lors que le pétrole, le baril de pétrole brut américain, le WTI, le brut texan si vous voulez, qui est un des 3-4 majeurs coté en bourse, eh bien, basculera sous 80 $ le baril. Alors, forcément, cela intrigue parce que le prix du pétrole est en tendance baissière depuis le début de l'été. D'ailleurs, de manière générale, le prix de l'énergie recule depuis le début de l'été. Alors, c'est un autre sujet, parenthèse, mais est-ce que la désinflation va venir de cette baisse du prix de l'énergie? Alors qu'on nous annonce l'envolée du prix de l'énergie cet hiver. Mais ça, c'est un autre sujet. Non, revenons à nos moutons. Le prix du pétrole est proche de 80 $ le baril. Il n'a cessé de baisser depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine et sa petite poussée haussière. Enfin, qui n'était pas si petite à l'époque. Alors, faut-il considérer que cet acheteur que vont être les États-Unis cet hiver, est-ce un acheteur suffisamment important pour, dans le cadre de stratégie de trading, vouloir, nous aussi, particuliers, acheter le baril de pétrole américain sous 80 $? On va regarder ce que disent les graphiques. On va regarder ce que disent les fondamentaux plus globaux. Car la formation d'un prix, c'est le rapport entre l'offre et la demande. Alors, quels sont les risques haussiers fondamentaux? Mais quels sont aussi les risques baissiers fondamentaux pour le prix du pétrole? Et que disent les techniques? Que disent les graphiques? Que pensent les traders du marché action du pétrole? Vous savez, ceux qui achètent les actions du secteur pétrolier. Que pensent aussi les traders spécialisés dans le trading de matières premières? Voilà, j'ai rassemblé toutes les données. On attaque donc pour essayer d'obtenir une réponse à l'ensemble de ces questions et donc une synthèse. Alors, je vous rappelle que cette vidéo est disponible au format podcast en suivant donc le même titre. Pétrole, faut-il acheter? Alors, je vais être plus précis. Faut-il acheter sous 80 $ le baril? Car c'est ce qu'a annoncé la semaine dernière l'administration Biden, qu'elle allait compléter ses réserves stratégiques en se portant acquéreur sous 80 $. Y a-t-il des supports techniques, je ne sais pas, entre 70 et 80 $, qui viendraient corroborer ce que veut faire, ce qui sera cet hiver un fort acheteur? Mais est-ce que ça va être suffisant pour stopper la baisse du pétrole, qui est en baisse depuis le début de l'été? C'est donc un sujet passionnant. Alors, on regarde plusieurs aspects. Je vous ai déjà donné le plan, donc j'essaie de ne pas mettre en parole les slides, mais vous avez le plan qui est sous vos yeux. Mais tout part de là, donc, cette volonté de l'administration américaine de remplir ses réserves stratégiques. Alors, tout d'abord, où en sont les matières premières? Quelle est la tendance de fond? Alors, on ne va pas regarder tous les métaux, nous n'allons pas regarder toutes les matières premières agricoles, tous les métaux industriels, tous les métaux précieux, tous les types d'énergie. Mais je vous propose, comme souvent dans cette émission, de mettre à jour l'analyse technique du CRB Index, Commodity Research Bureau Index, qui est un indice synthétique de 19 matières premières et qui va permettre de statuer et d'apporter donc une réponse. Alors, le point donc sur ce CRB Index, qui est disponible sur la plupart des plateformes, je l'ai sur TradingView. Comprenez bien que c'est vraiment l'enjeu de l'hiver, l'évolution du prix des matières premières, car de là découle la fameuse inflation des biens et services. Alors, ce que nous allons regarder, c'est un indice composite qui se compose de ces 19 matières premières, dont vous avez ici la liste qui est arrêtée depuis l'année 2005 et dont vous avez ici la pondération. Dans cet indice synthétique, vous pouvez observer que l'énergie en représente un bon 33% et le pétrole un bon 23%. Eh bien, depuis le début de l'été, tous les signaux techniques qu'a donné le CRB Index sont baissiers, sont des signaux de correction. Et c'est encore le cas.
Si l'inflation fait un plateau cet été, elle se maintient à un niveau haut, c'est en grande partie parce que les matières premières ont commencé à reculer. Maintenant, est-ce que cela va se poursuivre cet hiver? Et avec des États-Unis qui nous annoncent vouloir l'acheter sous 80 $ pour refaire leurs réserves stratégiques, alors qu'on est maintenant à 85 ou 86 $, on vient de 120. Bon, vous voyez, ça interroge. Faut-il faire comme les USA en termes de stratégie de trading? Donc, ce CRB Index, qu'en est-il sur le plan technique? Alors, je repasse ici sur la plateforme et je vais donc le regarder avec vous. Tout d'abord, vous avez donc le graphique du CRB Index à gauche en données hebdomadaires et à droite en données journalières. Eh bien, le point haut a été fait, donc c'était mi-juin dernier. Notez que ce point haut des matières premières mi-juin dernier était le point de départ du rebond des actions. Il y a vraiment donc un lien. Ensuite, ça prend beaucoup de temps. Alors, est-ce que la désinflation, c'est-à-dire le ralentissement des taux d'inflation viendra de la baisse du prix des matières premières? Oui, mais si et seulement si cette décrue du prix des matières premières stratégiques, comme l'énergie, se poursuit. Pour l'instant, c'est le cas, mais est-ce que cela va se poursuivre? Surtout que les États-Unis annoncent vouloir en acheter à 80 $. Donc, d'un point de vue technique, nous sommes toujours en retracement sur le CRB Index, que ce soit sur l'horizon de temps hebdomadaire ou sur l'horizon de temps ici journalier à droite, qui décompose les bougies japonaises hebdomadaires. Vous voyez donc qu'il y a eu ce signal baissier mi-juin. Là, tout au long de l'été, cette espèce de stabilisation. Et là, récemment, le marché serait en train de sortir par le bas, mais c'est pas très net. Bon, en tout cas, pour le moment, depuis mi-juin, les signaux techniques sont plutôt correctifs, globalement, sur le prix des matières premières. Ça, donc, c'est pour le CRB Index. Pour le moment, il n'y a pas de signaux de stabilisation. Alors, avant de regarder plus en détail les fondamentaux du pétrole, ce qu'envisage de faire l'administration américaine, l'analyse technique, ce que font les traders du marché action des matières premières, faisons un petit topo en termes de performance pour le pétrole et le gaz, et regardons ce que cela donne sur le plan graphique. Alors, tout d'abord, la performance sur plusieurs périodes. Donc, je vous ai préparé ici un graphique qui vous donne l'évolution en termes de performance, en pourcentage, du gaz naturel. Yucca Oil, c'est le pétrole Brent, celui de la mer du Nord, et US Oil, le pétrole brut texan, le fameux que veut acheter l'administration américaine sous 80 $ pour refaire ses réserves stratégiques. Alors, on va d'abord cliquer sur Year to Date, ce qui donne la performance entre aujourd'hui, mercredi 21 septembre, et le début de l'année. Le gaz naturel est en hausse de 107%, le pétrole Brent est en hausse de 17%, et le pétrole US est en hausse de 13%. Mais regardez, cette performance était plus élevée au début de l'été. D'ailleurs, mettons la performance sur 3 mois, ça change. Sur 3 mois, sur les 3 derniers mois, le prix du pétrole perd 22%, et celui de la mer du Nord 18%. Moins 22% depuis le début de l'été. Vous avez là l'explication de la baisse du prix de l'essence à la pompe. Si le pire a été évité cet été, et si le prix de l'essence que vous constatez encore cette semaine est en baisse à la pompe, c'est parce que sur les marchés, le prix du baril de pétrole est en baisse, que ce soit celui de la mer du Nord ou le brut américain. Donc il y a ici déjà une première explication. Maintenant, nous pouvons nous dire qu'avec la volonté de l'administration américaine d'acheter le pétrole à 80 $, alors je vais ici zoomer sur un graphique en données journalières. Vous avez ici un graphique, alors vous avez à gauche les bougies japonaises en données hebdomadaires du pétrole brut américain, et à droite en données journalières. Je vais zoomer sur le graphique en données hebdomadaires. Là, c'était avec le Covid, il est devenu négatif, c'était sur une échéance mensuelle. Là, vous avez la poussée haussière au-dessus des 110 $ au moment du déclenchement de la guerre en Ukraine. Et on a échoué sous une énorme résistance historique pluriannuelle qui s'est forgée entre 2011 et 2014. Et là, depuis, on se replie. Et voilà, tout porte à croire que le prix du pétrole glisse lentement en direction de cette zone, ici des 70-75 $. D'ailleurs, au passage, comment calculer l'inflation du pétrole en novembre prochain? Eh bien, donc, imaginons, on prend l'exemple du mois de novembre 2022. Quel était le prix du pétrole en novembre 2021? Il était là, intéressant, il était entre 70 et 80. Ça veut dire que si le prix du pétrole en novembre revient entre 70 et 80, il a le même prix qu'en novembre 2021, égale inflation zéro, en tout cas pour la composante pétrole.
Est-ce que la désinflation va venir de ça? Alors, revenons aux États-Unis. Les États-Unis nous annoncent vouloir recompléter cet hiver leurs réserves stratégiques dès lors que le baril de pétrole ferait des incursions sous 80 $, comme par hasard, dans cette grosse zone support. Alors, je vais maintenant zoomer sur le graphique en données journalières du pétrole brut américain. J'aime beaucoup le fait que, Death Cross, c'est lorsque la moyenne mobile simple à 50 jours passe sous la 200, et Golden Cross, lorsque la moyenne mobile simple à 50 jours passe au-dessus de la 200, et qu'elle a une pente haussière pour le Golden, pente baissière pour le Death Cross. Vous pouvez observer ici le Death Cross avant le choc boursier de la crise sanitaire en février 2020, le Golden Cross avec l'annonce des vaccins, le Death Cross récent. Est-ce que nous aurions eu, d'un point de vue de ce croisement des moyennes mobiles, un signal de baisse du pétrole? C'est vrai qu'il est en baisse de plus de 22% depuis le début de l'été, mais voilà, tout porte à croire donc qu'il peut se replier dans cette zone des 70-80, mais maintenant, nous avons ici un nouvel acheteur qui s'est annoncé, et ça va commencer cet automne et cet hiver, avec les États-Unis qui veulent reconstituer leurs réserves stratégiques dès lors que le baril de pétrole passe sous 80 $. Donc, faut-il acheter le pétrole comme l'administration américaine sous 80 $? D'un point de vue technique, il y a effectivement une zone support entre 73 et 80. Donc, ça pourrait rejoindre. Parce qu'on imagine bien que sur les marchés, ils vont laisser ils vont se servir. Ça va être forcément avoir un impact haussier. En tout cas, ça va venir fondamentalement solidifier cette zone de support technique. Ce qu'envisage de faire l'administration américaine. Donc ça, c'est quelque chose de passionnant. Maintenant, qu'en est-il des fondamentaux du pétrole cet hiver? Quels sont les risques haussiers et les risques baissiers? Si vous voulez, la formation du prix du pétrole sur les marchés, c'est le rapport entre l'offre et la demande. Pourquoi le prix du pétrole baisse depuis le début de l'été, alors qu'on nous annonce la guerre, les cataclysmes, les tensions géopolitiques, etc. Mais c'est parce que la production a continué d'augmenter. Les médias mettent en avant la guerre avec la Russie, le fait que nous n'avons plus la production russe, contrainte d'offres, forcément, si la production baisse, ça fait monter les prix, contrainte d'offres, mais je vais vous montrer, nous avons chaque mois le rapport mensuel de l'OPEP, l'organisation des pays exportateurs de pétrole, qui sont des pays qui représentent 27% de la production mondiale, mais chaque mois ils font une étude globale sur leurs 27% à eux et sur le reste, les autres 73%, c'est-à-dire les autres producteurs du monde qui ne font pas partie de l'OPEP, comme les États-Unis, la Chine, etc. La production a augmenté partout. Et vous allez voir que même la Russie a augmenté sa production cette année. Pas bête, la bête. Il faut bien qu'elle trouve des revenus dans ses exportations de matières premières. C'est pour ça que le prix du pétrole a baissé. Parce que la production est toujours disponible. Quant à la consommation, elle augmente un peu moins vite et, avec ce qui se profile, ou ce qui est peut-être déjà le cas, une récession économique, baisse de la demande, la production se maintient, baisse du prix du pétrole. Point final. Je ne dis pas que c'est ce qui va se passer, je dis que c'est ce qui explique les mouvements depuis le début de l'été. Alors, que nous disent justement les dernières données fondamentales? On va se tourner du côté de ce rapport de l'OPEP. Alors, je suis allé vous le chercher, mais je vais vous montrer comment. Donc, c'est un rapport qui est disponible chaque mois. Il est proposé, le voici. Le voici. Il est proposé par l'OPEC, donc l'organisation des pays exportateurs de pétrole. Là, c'est le rapport, c'est tout chaud. Hein. C'est le rapport du 13 septembre 2022. Regardez, il y a toutes les infos. Les données sur l'offre, la production, la demande mondiale, les données sur l'offre mondiale de pétrole, tous les graphiques, toutes les données sont là. Et je vais vous montrer, regardez, les données sont là par type de pétrole, mais beaucoup plus intéressant. Les données sont disponibles sur l'offre et la demande de pétrole par pays, avec l'évolution, les anticipations. C'est hyper complet, plus un gros point global macro. Donc vous voyez qu'il y a de quoi lire, hein. Alors j'en ai parcouru l'essentiel. Vous avez ici par exemple les tableaux sur la demande, tout est hyper précis, trimestre par trimestre, avec pour les pays de l'OPEP et les pays hors OPEP. Donc là c'est la demande, ensuite la production suit, tout est précis, alors on ne va pas le regarder, moi je vous ai sélectionné qu'une partie de ce rapport. Donc
le prix du pétrole recule parce que la production est restée au rendez-vous. Je zoome ici à droite. Vous avez dans ce tableau l'évolution de la production des pays qui n'appartiennent pas à l'OPEP. Je vous rappelle que l'OPEP, c'est un bon tiers de la production de pétrole mondiale. Et ensuite, vous avez tous ces pays hors OPEP qui assurent le reste de la production. J'ai ici mis en avant la case Russie. Si vous voulez, le risque haussier pour le prix du pétrole, et donc le risque haussier pour le prix de l'essence à la pompe, c'est une contrainte d'offre. Typiquement, une production qui disparaît. Ce qui aurait pu être le cas de la Russie avec la guerre. Ou le risque haussier, c'est un acheteur qui se présenterait, un acheteur énorme. Typiquement, ce que les États-Unis semblent annoncer. Ils nous disent que sous 80 $, ils achètent pour recompléter leurs réserves. Mais y a-t-il une contrainte d'offre? Je zoome ici sur la Russie. C'est exprimé en millions de barils par jour. Vous avez ici l'évolution 2022 par rapport à 2021. Eh bien, regardez, même la Russie a vu sa production augmenter de 0,77% par rapport à 2021. Malgré la guerre en Ukraine. Si la Russie, si l'offre de production, la production de pétrole russe n'avait plus été disponible, on serait monté à 300 $. Mais ça n'a pas été le cas. Parce que même la Russie a vu sa production augmenter. Le risque baissier pour le prix du pétrole sur le plan des fondamentaux, c'est bien sûr la récession économique. Et je vous rappelle que les États-Unis sont déjà en récession technique et que l'Europe est déjà quasi en récession. À ce moment-là, en récession, et même si les États-Unis achètent sous 80 $, n'est-ce pas un peu risqué de vouloir acheter à 80 $? Qui prend le dessus, les achats américains ou la récession? Je vous laisse tirer votre propre conclusion, mais vous voyez que tous ces facteurs entrent en jeu. Alors maintenant, on va regarder l'avis de différents types de traders. Tout d'abord, je me suis intéressé aux traders du marché action. Comment est-ce que l'on regarde cela? Les traders du marché action, vous savez que les actions sont classées par secteur et il y a notamment le secteur de l'énergie. Les traders institutionnels vont mettre à l'achat à long terme des compagnies pétrolières ou des actions du secteur parapétrolier dans leur portefeuille s'ils anticipent une hausse du prix du pétrole et inversement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans les pays occidentaux, les actions sont classées par secteur et notamment les actions du S&P 500 sont rassemblées au sein de 11 super secteurs au sein duquel il y a 11 super secteurs, je vais vous les montrer ici, les 11 super secteurs du S&P 500, consommation discrétionnaire, les produits de base, la santé, les valeurs industrielles, la technologie, les matériaux, l'immobilier, la com, utilities, les financials et S&P 500 énergie. Que nous dit l'analyse technique de cet indice sectoriel? C'est justement quelque chose que j'ai envie de regarder avec vous. Eh bien, vous l'avez sous les yeux. Alors, je suis allé vous le construire. Alors, donc je vous remonte simplement ces infos avec les 11 super secteurs du S&P 500. C'est ce que je viens de vous montrer. Donc, on regarde le graphique en temps réel. Eh bien, c'est un graphique de long terme. Il y a 20 ans, ce sont des bougies japonaises mensuelles. Là, c'était le bear trap qui a suivi la crise sanitaire. Et on a, en juin dernier, retrouvé l'énorme résistance long terme pluriannuelle. Il y avait eu le bull trap de 2014. Pour moi, l'upside est très limité. Il n'y a pas eu de divergence, il n'y a pas eu de figure de renversement baissier, comme là on a vu un V-top, ou là un V-top et là un double bottom. Précédé d'ailleurs de belles divergences. Ici, c'était la fin de la bulle spéculative de 2008 sur le pétrole. Et bien regardez, les actions du secteur pétrolier ont chuté en 2008 parce que le prix du pétrole aussi s'était effondré. Donc là, on a rejoint une résistance long terme. L'upside me paraît limité. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de figure de renversement baissier. Donc, quand même, l'analyse technique de cet indice sectoriel des actions du secteur de l'énergie US nous dit que les traders institutionnels n'envisagent pas une envolée du prix du pétrole. En tout cas, il n'y a pas de signaux. On reste sous cette résistance. De la même façon, je me suis tourné du côté des traders institutionnels spécialisés donc, sur le trading des contrats futurs et des contrats d'options sur le pétrole brut américain. Je suis allé chercher ce qui est sous vos yeux, qui est le rapport Commitment of Traders de la CFTC. La CFTC qui est le régulateur états-unien des contrats futurs. Et là aussi, ce que nous montrent les données de The Court Report, c'est que, mois après mois, les institutionnels ils sont net acheteurs, mais sont de moins en moins acheteurs sur le pétrole. Alors, ils restent globalement net acheteurs, donc attention, mais ils le sont de moins en moins. Ça veut dire bien qu'ils n'anticipent pas une envolée à 200 $ cet hiver du prix du pétrole. Voilà une deuxième information tout à fait intéressante.
J'ai envie de vous montrer maintenant certains ratios. Gold, pétrole, pétrole S&P 500. Alors je vous rappelle que le principe de ces ratios, vous avez un numérateur sur un dénominateur. Lorsque la courbe est haussière, le numérateur surperforme. Lorsque la courbe est baissière, le numérateur sous-performe et le dénominateur surperforme. Je me suis tourné vers ces deux ratios d'infrastructure. Le ratio pétrole sur S&P 500. Alors, on est sur une ligne de coup, ligne de crête, potentiellement un V-top. Si jamais le ratio devait casser ça, c'est vraiment que le prix du pétrole va baisser. Mais là, on est sur le support. Mais lorsqu'on a ça au-dessus de la tête, ça fait V-top. Ça donne pas envie vraiment de croire que le pétrole va surperformer le S&P 500. Le ratio or-pétrole, il a rejoint plutôt une zone de support. Ça donne pas non plus envie de croire que le pétrole va surperformer l'or, car c'est plutôt haussier pour la courbe, c'est-à-dire que le numérateur surperforme. Donc, voilà des éléments qui sont intéressants. Pour conclure, naturellement, que le fait que les États-Unis vont acheter le pétrole sous 80 $ va renforcer la zone de support des 70-80 $. Moi, mon opinion, c'est que effectivement, les premières semaines, dans un premier temps, cette zone support technique, comprise entre 70 et 80 $, recevant le renfort des achats fondamentaux des États-Unis, devrait tenir et provoquera, au moins dans un premier temps, un effet de rebond. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous partager, à vous abonner. Merci. Bonne semaine à tous.